Salut, moi c'est Bamba, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme tu l'as bien constaté dans les titres, on va parler de 10 principes de l'économie. Eh bien, il faut dire que les économistes se sont entendus sur beaucoup de points et ils ont divergé sur beaucoup de points. Du coup, on va parler aujourd'hui des 10 principes qui sont des principes sur lesquels les économistes sont unanimes. Il n'y a pas de divergence sur les 10 principes de l'économie. C'est pourquoi on apprend les 10 principes comme des principes de base. Sans plus tarder, si tu n'es pas encore abonné, tu as intérêt à t'abonner parce que sur cette chaîne, on va partager beaucoup de bonnes choses sur l'économie, sur la statistique, sur plein de choses que vous allez vraiment adorer. Sans plus tarder, on va passer au premier principe de l'économie qui est les individus font face à des arbitrages. L'arbitrage, on l'appelle en anglais le trade-off. Qu'est-ce que l'arbitrage? Il faut dire que dans notre vie de toujours, on fait toujours face à des arbitrages. On est toujours amené à choisir en deux cas qui se présentent à nous. Et comme on le dit souvent, on ne peut pas avoir en même temps la pluie et le beau temps. Et on va devoir choisir entre la pluie et le beau temps. Les deux ne peuvent pas se passer en même temps. C'est la même chose pour les politiques d'État. L'État, soit il décide de mettre plus de budget, d'allouer plus de budget à l'armement ou d'allouer plus de budget à la production, à la culture pour pouvoir bien nourrir sa population et tout. Du coup, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage. L'État va devoir arbitrer. Nous aussi, on arbitre toujours parce que quand on a nos heures de cours, par exemple, on a le choix entre rester en chambre, dormir et se lever, aller en classe, aller suivre les cours. On fait un arbitrage chaque matin quand on se lève au lit pour aller en classe ou bien quand on décide de rester en chambre pour dormir. Et quand on reste en chambre, on assure les conséquences. Quand on va en classe, on assure les conséquences. Dans tous les cas, on gagne souvent, on perd souvent. Et le deuxième principe va venir pour soutenir le premier principe. Le deuxième principe nous dit que le coût de quelque chose correspond à ce qu'il faut abandonner pour l'obtenir. Puisqu'on est amené à arbitrer selon le premier principe, et on ne doit pas oublier en arbitrant aussi que lorsque on décide d'avoir quelque chose, il y a un coût. Lorsqu'on décide de choisir quelque chose, il y a un coût. Et ce coût-là, c'est en quelque sorte tout ce qu'on accepte d'abandonner pour obtenir ce qu'on a choisi. Si par exemple, on a décidé de venir à l'école, de fréquenter, on a décidé inconsciemment ou consciemment d'abandonner plusieurs choses telles que aller jouer au football, telles que devenir des artistes comédiens, tels que devenir des athlètes et tout. On a abandonné toutes ces options, toutes ces activités, tous ces métiers de la vie pour décider de devenir des étudiants. Donc, il va falloir savoir que à chaque fois que nous décidons d'obtenir quelque chose, on abandonne d'autres choses. On appelle ça le coût d'opportunité. Les professeurs vont bien détailler ça en classe. Donc, on appelle ça le coût d'opportunité. Qu'est-ce qu'on a? On décide d'abandonner pour obtenir ce qu'on veut obtenir. Mais une chose est sûre, c'est que à chaque fois qu'on décide d'obtenir quelque chose, on a consciemment ou inconsciemment décidé d'abandonner autre chose. Par exemple, quand on décide de s'inscrire à l'école, quel est le coût de l'inscription à l'école? Si on demande quelqu'un d'ordinaire, il va dire que le coût de l'inscription à l'école, ce sont les fournitures, c'est la scolarité et tout. Mais l'inscription à l'école a d'autres coûts
plus important que ces coûts-là, c'est par exemple le temps que tu prends pour assister au cours. Tu pourrais prendre ce temps-là pour aller faire bien d'autres choses, pour aller à la plage, pour aller partager le temps avec tes amis, pour aller, je sais pas, apprendre à jouer au flûte, devenir un artiste, un chanteur et tout. Donc, si tu as abandonné tout cela pour venir à l'école, c'est un coup d'opportunité. Dans ce cas, dans notre cas, on ne sent peut-être pas trop le coup d'opportunité, mais si tu prends par exemple quelqu'un comme Neymar qui a des millions qui a des millions d'euros par an en jouant au football, si lui décide un jour comme ça de stopper le football pendant un an et aller avoir un diplôme universitaire pendant ces un an, on va un peu calculer tout ce qu'il va perdre, tout ce qu'il pouvait gagner s'il jouait au football pendant cette année-là. On va considérer tout ça comme le coût d'opportunité d'aller fréquenter pour lui. Donc, après ça, on a le troisième principe qui vient nous dire que, oui, quand on décide, on perd, ou on gagne de l'autre côté, on perd d'un autre côté. Donc, pour pouvoir décider, il faut bien décider, tu vois. Il faut bien décider, il faut bien prendre des décisions. C'est pourquoi le troisième principe nous dit que des individus rationnels pensent à la marge. C'est-à-dire que pour les individus rationnels, c'est ça ou c'est pas ça. En Darija, on dit c'est pas qui nous la manquinche, c'est pas ça, c'est pas blanc ou noir, tu vois. Donc il y a le juste milieu. Les individus rationnels raisonnent à la marge, c'est-à-dire ils raisonnent en fonction des petites variations. Quand on prend notre cas de la scolarité, d'aller à l'école par exemple, et si on prend le cas de quelqu'un qui va à l'école mais dont les parents n'ont pas assez de moyens. Pour cette personne-là, elle a le choix d'aller à l'école chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ou bien aller travailler, faire un travail pour pouvoir avoir de l'argent et puis soutenir ses parents et s'aider soi-même. Mais cette personne, dans un raisonnement blanc-noir, c'est-à-dire dans un raisonnement qui nous la manquinche, cette personne va soit prendre tout son temps pour travailler, soit prendre tout son temps à aller à l'école. Mais quand on parle du raisonnement à la marge, par exemple, cette personne va prendre quelques heures pour aller à l'école et puis quelques heures libres pour aller travailler, tu vois. Elle va partager son temps de sorte que son choix soit optimal en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle raisonner à la marge. On raisonne en fonction des petites variations. Si on prend par exemple une compagnie aérienne qui vend par exemple ses billets à 4000 dirhams, les billets Maroc, France, et que à l'heure même où l'avion doit décoller, l'avion n'est pas encore rempli, il reste 2 places par exemple, et puis un passager vient, il dit qu'il n'a pas 4000 dirhams, mais il a 50 000 dirhams. Est-ce que la compagnie aérienne a intérêt à prendre le passager ou bien a intérêt à laisser le passager? Ça va dépendre maintenant du bénéfice marginal et puis du coût marginal. Ici, le coût marginal, c'est quoi? C'est ce que l'avion, c'est la nourriture que la compagnie aérienne va donner aux passagers dans l'avion, parce qu'une fois dans l'avion, la compagnie aérienne doit donner de la nourriture aux passagers. Le passager aussi doit s'asseoir dans les sièges, il va salir les sièges, l'avion, on doit entretenir ça. Donc, ces petits coûts à la marge là, c'est ce qu'on appelle le coût marginal. Et le bénéfice marginal, le profit marginal, c'est l'argent, les 50 000 dirhams que le passager est prêt à donner. Donc, si le profit marginal qui est là dépasse le coût marginal, la nourriture et tout que la compagnie d'avion va donner aux passagers, la compagnie aérienne a intérêt à prendre ce passager. C'est ce qu'on appelle raisonner à la marge.
Le quatrième principe ici nous dit que les individus répondent aux incitations, c'est-à-dire aux coûts et bénéfices de différentes actions. Ça veut dire que lorsque, par exemple, on a bien dit que les individus raisonnent à la marge selon le troisième principe, mais on veut dire ici dans le quatrième principe que les entreprises, l'État sont capables d'influencer les choix de l'individu, c'est-à-dire ils sont capables d'influencer les décisions de l'individu en jouant soit sur les coûts ou sur les bénéfices. C'est-à-dire si l'État, par exemple, veut inciter les Marocains à boire le lait naturel, le lait des vaches produit au Maroc, l'État va faire une subvention sur ce lait des vaches-là pour diminuer le prix, peut-être faire ça à 2 dirhams la boîte au lieu de 4 dirhams 50. Et tu vas voir que la population va se ruer vers le lait des vaches produit au Maroc plutôt que le lait des vaches venant d'autres pays tels que les Pays-Bas et autres. Donc, c'est un peu ça. Donc, on veut dire ici que l'individu raisonne à la marge, il fait ce qu'il arrange, mais ce raisonnement à la marge-là reste un peu limité parce que l'État et les entreprises peuvent influencer ce raisonnement-là en agissant soit sur le coût, soit sur les bénéfices. Si je prends un exemple palpable, on prend par exemple l'exemple des ceintures de sécurité dans les voitures, par exemple. Si l'État, dans un pays, veut diminuer les accidents, l'État peut dire, l'État va obliger le fait que les passagers doivent mettre les ceintures de sécurité. Et cela va augmenter l'utilisation de la ceinture de sécurité. Et cette utilisation aussi, dans certains cas comme ce cas-là, peut avoir d'autres conséquences que l'État n'a pas forcément prévues. Je vais parler de ça dans d'autres vidéos. Pour ne pas rendre cette vidéo très longue, on va passer à d'autres principes. Il faut dire que les 4 premiers principes que je viens de citer sont des principes qui concernent les individus, c'est-à-dire les agents économiques de façon individuelle. Maintenant, les autres principes que nous allons voir maintenant concernent l'interaction entre les différents agents économiques. Et le 5e principe, c'est le libre échange de biens et services peut améliorer la situation de tous. C'est-à-dire, l'échange est profitable à tous. L'échange peut être profitable à tous. C'est-à-dire, on a intérêt dans l'économie que chacun se spécialise dans un domaine bien précis et que après on fasse des échanges entre nous pour pouvoir produire plus, pour pouvoir avoir plus de profit dans notre production. Et si je prends l'exemple de, par exemple, quelqu'un qui produit un cordonnier et puis un chasseur. Le cordonnier, il est capable de fabriquer 10 chaussures en 30 minutes, par exemple. Le cordonnier, il est capable de fabriquer 10 chaussures en 30 minutes. C'est un exemple que je prends. Et le chasseur, lui, il est capable de tuer une biche en 30 minutes. Mais si tu donnes des chaussures à fabriquer au chasseur, il ne sera capable que de fabriquer seulement qu'une chaussure pendant les 30 minutes. Et si tu donnes des fusils au cordonnier pour qu'il fasse la chasse, il ne sera capable que de tuer par exemple qu'une souris pendant les 30 minutes. Tu vois? Donc, si on ne fait pas d'échange, on va voir que le chasseur,
il va pouvoir avoir des biches pour pouvoir bien manger, mais il ne pourra pas avoir des chaussures à porter. Pendant ce temps aussi, le cordonnier, il pourra fabriquer beaucoup de chaussures, mais il ne pourra pas avoir de biches à manger parce que si lui, on le met à la chasse, il ne peut tuer que des souris. Le cordonnier aussi, lui, il va prendre tout son temps en train de fabriquer qu'une seule chaussure. Mais s'ils font l'échange, le cordonnier, il fabrique les 10 chaussures, le chasseur, il tue sa bûche, et puis il peut faire par exemple 1 kg de bûche égale à une chaussure, et ils font l'échange, et tous vont bénéficier. Et dans d'autres vidéos, je vais détailler très clairement chaque point pour pouvoir bien comprendre. Et on passe au sixième principe. Le sixième principe dit que les marchés sont généralement un bon mécanisme d'organisation de l'activité économique. Quand on parle de marché ici, on parle en quelque sorte de la main libre, de la main invisible d'Adam Smith. On parle du marché en général, l'économie des marchés. On parle de l'économie des marchés où l'État n'intervient pas trop. L'État est de côté, c'est le marché même qui, à travers la loi de l'offre et de la demande, qui détermine le prix et tout. Donc c'est un peu ça, quand on parle de marché, ici on parle de la main invisible, on parle de l'économie des marchés. Après, il y a le septième principe qui dit que l'action de l'État peut être utile dans certaines circonstances. Et ça, c'est bien évident. Bien vrai que l'économie des marchés est un bon moyen d'organisation de l'activité économique, il ne faut pas oublier que aussi les individus sont pas vraiment intentionnellement corrects pour pouvoir bien se comporter dans le marché. Souvent, il y a des inégalités qui font que l'État doit intervenir. Quand on prend l'exemple d'une usine de fabrication de gaz, par exemple, une entreprise industrielle qui dégage des gaz qui sont nocifs pour la santé. Si on prend cet exemple, l'usine va dégager des gaz qui sont nocifs pour la santé. Et ce sont des populations les pauvres gens de la ville, la population qui va respirer ces gaz-là. Du coup, ça va créer des maladies. Et l'usine s'en fout. Le président ou bien le PDG de l'usine s'en fout. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir son argent. Et du moment où il a son argent, il s'en fout. Donc, ici, l'État doit intervenir pour prendre des impôts auprès de l'usine, pour faire payer des taxes à l'usine et après réinjecter ces taxes-là dans l'économie en construisant des hôpitaux pour pouvoir soigner les malades, pour pouvoir soigner ceux qui ont par exemple les cancers de peau à cause des intoxications des usines. Donc c'est dans ce cas-là l'État intervient. L'État intervient aussi dans un deuxième cas. L'État intervient pour instaurer l'équité. L'État intervient pour mettre fin au monopole. Voilà. S'il y a des entreprises qui monopolisent le marché, ils peuvent augmenter le prix n'importe comment. Donc, l'État intervient dans certains secteurs pour avoir le monopole là-bas, afin que ces produits de base-là les prix de ces produits de base-là ne flambent pas. Donc, le huitième principe nous dit que le pouvoir d'achat d'un pays dépend de sa capacité à produire des biens et services. Quand on prend un pays donné, au fait, ça nous dit ici que la monnaie est bel et bien importante, mais la monnaie n'a pas de valeur si elle n'est pas en adéquation avec la quantité de biens et services qui existent sur le territoire. La monnaie, c'est juste pour les échanges. Et qu'est-ce qu'on va échanger? Ce sont les biens et services. C'est ce qui est le plus important dans l'économie. Donc, là, c'est ce qui donne de la valeur à l'économie. Donc, si un pays n'est pas productif,
la monnaie n'aura aucune valeur au fait. Donc, pour que l'économie soit en bonne santé, pour que le pouvoir d'achat des consommateurs soit valorisé, il faut que le pays produise beaucoup de biens et services. Quand on prend par exemple les États-Unis, on a une production énorme de biens et services. La Chine, on a une production énorme de biens et services. Quand tu prends plusieurs produits, on met Made in China. C'est ce qui fait la puissance de l'économie au fait. Le 9e principe dit que les prix augmentent lorsque le gouvernement imprime trop de monnaie. Ça nous parle de l'inflation. Lorsque les prix augmentent, le 8e principe nous a mis un peu dans le bain. Lorsque les prix augmentent, lorsque le gouvernement crée plus de monnaie, qu'est-ce qui se passe? Chacun a beaucoup d'argent. Du coup, chacun veut assoupir ses besoins. Chacun veut avoir ce qu'il veut. Donc, tout le monde se dirige vers le marché. Imaginons que dans une économie, il y a 100 personnes et il y a 50 bouteilles de Coca-Cola. Et toutes les 100 personnes veulent en même temps des bouteilles de Coca-Cola, une bouteille de Coca-Cola pour boire. Et la bouteille de Coca-Cola est à 10 dirhams. Et chaque personne a ses 10 dirhams. Chacun a ses 10 dirhams, chacun veut boire du Coca-Cola. Donc, si on va à la boutique, chacun n'aura pas évidemment le Coca-Cola à boire. Du coup, le boutiquier, pour trancher, pour ne pas faire de discrimination, pour donner le Coca-Cola à quelqu'un et puis refuser de donner à l'autre, le boutiquier va tout simplement augmenter le prix. Le boutiquier va dire, bon, le Coca-Cola est à 50 dirhams maintenant. Et parmi les 100 personnes là, il y a d'autres qui n'auront pas les 50 dirhams pour payer le Coca-Cola. Donc, ce sont les 50 personnes qui ont les 50 dirhams pour payer le Coca-Cola qui pourront se payer le Coca-Cola. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Quand on a beaucoup de monnaie, les prix des choses augmentent. C'est pourquoi quand certaines personnes disent que pourquoi pour mettre fin à la pauvreté, l'État n'imprime pas beaucoup de monnaie en même temps pour mettre sur le marché. C'est ce qui se passe lorsqu'on imprime beaucoup de monnaie. Le 10e principe et le dernier principe nous dit que à court terme, il existe un trade-off, c'est-à-dire un arbitrage entre l'inflation et le chômage. L'inflation et le chômage sont deux variables qui sont liées de façon négative. Lorsque l'inflation augmente, le chômage diminue. Lorsque le chômage diminue, l'inflation augmente. Cela même s'explique par le fait que lorsque l'inflation augmente, les entreprises fabriquent beaucoup. En fait, les entreprises investissent beaucoup dans la création de biens et services parce que les prix des choses augmentent. Et lorsque les prix des choses augmentent, les entreprises ont intérêt à vendre beaucoup. Du coup, les entreprises vont employer des gens et ils pourront bien payer les salaires de ces personnes parce que il y a de l'inflation dont ils ont assez d'argent. Et on peut expliquer ça comme ça. Et on peut avoir d'autres explications aussi que je vais donner dans d'autres vidéos parce que cette vidéo est déjà longue. On va s'arrêter là. Et si tu as aimé la vidéo, il faut t'abonner à la chaîne. Je vais partager plusieurs vidéos comme ça. D'abord même, je vais expliquer tous ces thèmes-là un à un dans des différentes vidéos. Et si tu as aimé, laisse quelque chose en commentaire. Si tu veux que je fasse une vidéo sur une thématique bien précise qui t'intéresse, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire et on se retrouve à bientôt. Merci.